Du coup, j'ai juste changé un passage. Ok. Mais c'est dans le même livre, mais c'est juste j'ai pris un autre passage. France Culture. Okay. J'ai dans quoi, du coup? C'est dans Mon cœur à l'étroit. Ok. J'ai pris un autre passage qui est plus, je pense, qui est mieux. Okay. Le Book Club. Voilà. Mais du coup, vous avez tout avec vous? Oui, normalement, j'ai tout. Parce dans que la bibliothèque d'Adèle Haenel. Et le poème, je l'ai aussi, parce que je l'avais écrit... Et justement... je l'ai ou je l'ai pas? Bah, il est là. Marie Richaud. La seule chose que j'ai pas notée là, c'est... Si, je l'ai, c'est bon, pardon. En proposant à nos invités de nous parler de leur rayonnage littéraire, nous les laissons assez libres de s'emparer de l'exercice. C'est un autoportrait et elles ont les clés de leur maison après tout, et on remarque que si la force de la lecture, la place des livres est un fil conducteur de tous ces portraits de bibliothèque, la forme et le fond de ce qui s'y déploie bougent tout le temps au diapason précis de celles et ceux qui parlent. Parce qu'on peut parler avec des livres de soi et du monde, de soi dans le monde et inversement, dira-t-on, du monde en soi. On n'a pas été très étonnés de voir apparaître les autres et le monde à ce point-là, dans le choix des livres censés nous servir d'étape dans la découverte de votre bibliothèque, Adèle Haenel. Tour à tour, il s'agit avec ces textes de tentatives d'éclaircissement, d'invention ou de précision de nos langages, mais pas toujours par le moyen de la clarté théorique. Les ombres du poème y participent aussi, la force du personnage romanesque, l'humour ou encore la forme même d'une phrase. Merci beaucoup, Adèle Haenel. Merci. De partager avec nous un petit peu de votre bibliothèque. En studio, voilà, on a mis plein de papiers et plein de livres partout. Donc on est un peu à un endroit qui serait chez vous. Est-ce que vous avez l'habitude de passer du temps avec des livres ? Je lis beaucoup. Pas forcément de manière archi régulière dans le temps, mais ouais, je lis beaucoup de livres. Ouais. C'est une bonne compagnie ? Je trouve que ça aide vraiment à comprendre différemment les choses, à ressentir différemment les choses, de manière peut-être plus puissante, plus claire. Donc ouais, moi j'aime bien cette compagnie. Par ailleurs, c'est aussi une compagnie, comme vous l'avez dit, qui permet de parler avec les autres, de nourrir des conversations intimes et amicales, fraternelles aussi. Donc pour moi, les mots des livres, c'est aussi comment ils résonnent en moi et comment il me faut penser aux gens avec qui j'en ai parlé. C'est la création commune d'une intelligence, quoi. Si on devait faire une sorte de dessin de votre parcours de lectrice jusque-là, ce serait quoi ? Ça commencerait par où ? Il y aurait quoi comme grandes étapes ? J'ai réfléchi un peu avant de venir. Je me suis dit, en fait, il y en a beaucoup. Mais il y a un moment... pour moi, il y a eu un partenaire de lecture qui est toujours super important. C'est mon frère, avec qui on a beaucoup échangé de livres. Et en fait, on a commencé à lire parce que... On trouvait que les livres, ils étaient chiants, les livres qu'ils devaient lire, en l'occurrence pour le collège. Et du coup, on a commencé à lire comme ça parce qu'on trouvait ça plus intéressant de le lire ensemble. Et donc, on a commencé à se lire des livres un peu comme ça à haute voix. Et après, sur le parcours de notre vie, on s'est beaucoup échangé de livres, ouais. Il y avait beaucoup de livres autour de vous ? Pendant l'enfance, je veux dire, pendant l'adolescence ? Ouais, je crois, on peut dire ça. Je sais pas, parce que moi, j'ai vraiment commencé à lire, je pense quand même un peu... Enfin, il y avait des livres, je veux dire, mais... Vous étiez dans une maison où il y a des livres, contrairement à des maisons où il n'y a pas de livres, par exemple. Ouais, mais je lisais pas les livres qu'il y avait chez moi. C'était plus des atlas ou des choses comme ça, sinon c'était plutôt la bibliothèque. Et j'ai pas le souvenir d'avoir trop lu dans la bibliothèque familiale. Enfin, ça par contre, ça m'évoque pas grand-chose. Mais après... moi, j'ai commencé à lire simplement, enfin, je dirais presque les premiers livres que j'ai lus où je me suis dit, qui m'ont touchée, c'était des livres, je pense, il y a Le Lion de Kessel, et après, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense Harry Potter, tout simplement, ça m'a vraiment amené à lire, ça m'a amené à lire en anglais parce que je voulais pas me faire spoiler, ce genre de choses, quoi. Et après, en fait, petit à petit, des lectures qui sont devenues peut-être plus théoriques ou je cherche plus la qualité... je sais pas que je cherche la qualité littéraire, mais je pense, en fait, l'émotion, elle est très importante. Parce que quand on aime un livre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on aime au travers du livre. On essaie... Et du coup, c'est pas... Et du coup, je trouve que c'est très important de garder, de conserver ce lien émotionnel, affectif avec ce qu'on lit. Parce que c'est pas qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. C'est juste...
à un moment, il y a certains livres qui sont très nourrissants parce qu'on voit au travers une grande puissance, que ce soit l'évocation de l'amour, de l'amitié ou des grandes idées comme ça qui nous traversent. Et ensuite, on a envie de plus de précision, peut-être. Et vous gardez ça aujourd'hui ? Vous avez toujours un rapport où, on va le voir dans les livres que vous avez choisi par exemple de lire aujourd'hui, où il y a parfois un aspect théorique très fort. Vous gardez un rapport affectif avec ces livres-là. Dans vos choix, dans les livres avec lesquels vous passez du temps, il faut que ça vous touche quand même au cœur. Ouais, mais je dirais, il y a une émotion à comprendre. Une émotion qui est forte, je trouve, de comprendre, parce que... Enfin, moi, je vois, par exemple... Je pense qu'il y a des livres, mais il y a aussi des audios. Enfin, en fait, il y a aussi des textes audio qui m'ont guidée. Et je pense notamment aux cours de Deleuze, par exemple. Les cours de Deleuze qu'il a fait notamment sur Spinoza, qui sont vraiment... Et notamment le cours numéro 12, que je recommence vraiment. Non, mais c'est vraiment des livres, des choses qui sont puissantes, quoi, qui m'ont portée pour... dans l'amour de aussi essayer de comprendre et comment il y a une espèce d'équivalence entre le développement de l'intelligence et le développement de la sensibilité chez Spinoza. Je trouve que c'est hyper porteur, en fait, pour le coup. Avec une forme d'équivalence entre de la voix, de la chose parlée, qui serait l'enseignement de Deleuze, et la rencontre avec le texte, vous diriez que c'est presque pareil pour vous ? Je dirais qu'en fait... il n'y a pas de bonne forme. Je dirais que le problème, c'est que, par exemple, si on dit à quelqu'un qui lit pas, genre, tiens, lis ce livre de 400 pages, il y a peut-être des possibilités que la personne, elle soit intimidée par comment dire, la figure sociale de la lecture. Et que si c'est un audiolivre, si c'est plus facile, si c'est moins angoissant, si c'est un petit livre, si c'est un extrait justement d'un des cours de Deleuze qu'on peut juste écouter 1 heure, je trouve ça rassure, en fait, sur notre capacité de compréhension, qu'on est en capacité de fournir cet effort. Et après, petit à petit, éventuellement, on peut se mettre à la lecture de plus gros livres ou de livres qui vont avoir l'air plus austères, comme ça. Vous n'avez pas eu à dépasser quelque chose ? Dans la lecture ? Oui, dans les territoires de lecture auxquels vous avez eu accès, vous n'avez pas eu à dépasser des peurs. Vous ne vous êtes pas dit « ça, je peux pas y aller » ou « ça, c'est impressionnant » ou « ça, c'est pas pour moi ». Si. Je sais pas, je veux dire, des livres qui sont intimidants parce qu'il faut l'avoir lu ou parce qu'il faut avoir compris ça ou que c'est genre le rôle social comment dire, qui va faire, presque sur lequel repose l'ordre social, de cette espèce de culture légitime qu'il faudrait avoir pour avoir le droit de parler. C'est une capitalisation aussi. Donc, en fait, oui, bien sûr qu'il y a des endroits que c'est angoissant, mais c'est même construit comme tel. Je pense à un livre là qui fait, pour moi, qui est vraiment super fort aussi. Et quand on me disait visiter la bibliothèque, j'ai pensé à construire une bibliothèque mentale où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un département jeunesse dans cette... et où je me dis, pour moi, il y a un des livres que j'ai lu et qui m'a le plus, fait réfléchir ou réfléchi en moi, c'est Le Maître ignorant de Rancière, qui est un livre qui inverse tout à fait un livre jeunesse quand même. Moi, je trouve que c'est un livre jeunesse. Je trouve que c'est un livre qu'on peut lire. Non, mais pas... je sais pas, les questions qu'il pose, c'est-à-dire, en fait, la question, c'est l'inversion de... C'est pas les élèves qui ont besoin du maître, c'est les maîtres qui ont besoin des élèves. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'un ordre social qui justifie une inégalité structurelle, économique hyper forte, en fait. Enfin, je veux dire, quand je dis on, c'est la société telle qu'elle est structurée aujourd'hui. Et donc, en fait, la question de l'émancipation pour Rancière, c'est la question de l'enseignement, c'est plutôt une question de dispositif à réfléchir ensemble, à disposer les élèves à réfléchir par eux-mêmes ensemble. Et ce livre, pour moi, c'est quand même un livre, quand je dis jeunesse, je parle plutôt genre 17 ans, 16, 17 ans, parce que c'est un livre qui est super évocateur, qui est hyper révélateur. Enfin, je sais pas, pour moi, les livres qui sont hyper puissants, c'est des livres qui vont poser les questions d'une telle manière qu'elle inverse le problème. On peut penser par exemple aussi au livre de Paul Preciado, Je suis un monstre, où je trouve que il est hyper fort dans son livre, parce qu'en fait, sur la question de la transidentité, où la psychanalyse va avoir tendance, la pratique de la psychanalyse, pas la psychanalyse, mais la pratique de la psychanalyse va avoir tendance à enfermer les gens, à savoir c'est quoi ton problème, qu'est-ce qui est le problème. Et lui, il inverse les choses en disant c'est pas moi, je suis pas un problème en fait, je suis un symptôme, je suis le symptôme d'une société qui a naturalisé la binarité de genre. Donc voilà, pour moi, ça, c'est des voies claires, c'est des émotions intellectuelles qui sont hyper fortes. Et c'est pareil, quand Rancière, il écrit, en fait, c'est pas les élèves qui ont besoin du maître, c'est les maîtres qui ont besoin des élèves. Bam, c'est un renversement de perspective que je trouve
hyper forte et porteuse. Est-ce qu'il y a une correspondance entre la bibliothèque que vous avez imaginée pour nous, Ada Lenel, et la bibliothèque vraie, en dur, qu'il y a chez vous ? Oui, bien sûr. J'ai pas les livres dont je parle, je les ai lus quand même. Donc il y a une. Mais après, moi, je stocke pas forcément parce que, comme je vous disais, j'ai un grand échange littéraire avec, notamment avec mon frère, mais pas que. En fait, souvent les livres que j'aime, je les donne. Donc du coup, je les ai pas forcément avec moi. Je les stocke pas vraiment. Ça circule. Ouais, carrément. Ouais. Je tiens. Enfin. Vous tenez pas à cet objet. Si, justement, c'est pour ça que je les donne. Mais c'est parce que justement je les aime que je les donne. C'est plutôt ça. Et après, je me suis dit, il y a un deuxième département, et c'est le département les livres à lire. Et où je me suis dit, bah voilà, là, j'ai envie de trop parler de plein de livres parce que j'étais un peu frustrée. J'avais envie de parler de beaucoup d'auteurs, autrices qui me tiennent à cœur. Et je me suis dit, voilà, dans les livres à lire, là, en ce moment, c'est parce que je lis beaucoup de choses qui sortent. La phase dans laquelle je suis de lecture, c'est une phase dans laquelle je lis beaucoup de choses contemporaines. De choses contemporaines. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous n'êtes pas toujours intéressé à ce qui s'écrivait maintenant. C'est pas ça, c'est juste qu'en fait, la manière que j'ai eu de lire, enfin, je me suis un peu égarée, mais la manière que j'ai eu de commencer à lire, c'était plus, en fait, j'avais accès, c'était pas chez mes parents, mais j'avais accès à une bibliothèque, quand je pense là, 18-19 ans, où là, j'ai commencé vraiment à beaucoup plus lire, c'est-à-dire que, genre, on va dire dans mon adolescence, j'ai lu les livres qui étaient imposés pour mon frère à son bac, et Harry Potter et quelques livres comme ça, mais pas beaucoup. Et ensuite, quand j'ai commencé à être jeune adulte, là, j'ai eu accès à une bibliothèque où j'ai lu tout et n'importe quoi, mais presque par ordre alphabétique, parce que c'était sur le trajet de métro, quoi. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai lu il se trouve qu'il y avait beaucoup de livres différents dans cette bibliothèque, mais j'ai lu comme ça des classiques aussi. Puis après, du coup, quand on lit un auteur, on va se dire, ah, mais en fait, ça, c'est trop bien. Il parle de tous ces autres ouvrages et du coup, on plonge dedans. Enfin, on peut penser aux auteurs, même ne serait-ce que je sais pas, je me dis, par exemple, si on commence à lire des auteurs russes comme Dostoïevski, après on lit Tolstoï, après on lit Gogol, après on lit, enfin, je sais pas, en fait, ça se fait comme ça. Les livres, ils s'appellent les uns les autres, un petit peu. Je vous ai coupé, vous étiez en train de décrire, Ada Lenel, un département des livres à lire. Ouais. Dans votre bibliothèque mentale. Bah, il y en a plein, en fait. On est qui en ce moment ? Bah, là, je suis pas mal dans la théorie, mais quand même. Je me disais, en fait, là, j'ai envie de dire, j'ai eu l'occasion de lire dernièrement le livre de Paul Guilibert qui s'appelle Mettre au travail le vivant. Vraiment sur la question de l'écologie. Lui, c'est écologie marxiste, et où c'est qu'en fait, selon lui, dans tout le livre est vraiment hyper facile d'accès, je trouve. Enfin, bon, après, je trouve qu'il est très généreux dans son explication, très claire, très synthétique, et que par ailleurs, il parle d'un point, pour moi, je trouve hyper important aujourd'hui, c'est-à-dire de parler de comment sur la question écologique, il faut décorréler. Enfin, en fait, il faut détruire le salariat, c'est-à-dire la nécessité de dépendre du salaire pour survivre. Donc, que ça, c'est par exemple un point des luttes écologiques. Mais ça, c'est déjà lu. Donc, ça peut pas être dans le département des livres à lire. Ouais, mais je triche un peu parce que je vous dis à lire pour moi et pour les personnes qui voudraient que ça intéresse. Mais dans des livres que je sais pas, avec lesquels vous auriez des rendez-vous, des livres qui vous regardent, là, des livres où vous vous dites un jour j'irai te lire toi, ce serait quoi ? Bah là, en fait, je dois dire aussi que je dois lire parce qu'il y a la collection les éditions sociales. Je sais pas si vous connaissez. Les éditions sociales, ils font plein de livres qui s'appellent sur le marxisme aussi. Et là, le dernier qui vient de sortir, écrit par Marina Garissi, c'est Découvrir Lénine. Et ça, je vais le lire. Et en fait, c'est des livres qui sont vraiment super. C'est parce que pareil, c'est dans le département. Lui, il est dans 2 départements. Il est aussi dans le département jeunesse parce qu'en fait, c'est super facile d'accès. Et c'est pareil, c'est comme si ça faisait pétiller dans le cerveau, quoi. Tout d'un coup, on a l'impression de se réveiller, on lit des choses, on voit clair, et on part avec, et le reste de la réflexion est à faire pour nous et par chacun de nous. Enfin, donc voilà, ça c'est aussi dans La conspiration des enfants de Camille Louis, c'est dans. Si on continue comme ça, un petit tour d'architecte, donc on a le département jeunesse, qui est bien peuplé, avec des livres costauds quand même, moi je dois dire, Ada Lenel. Le département des livres à lire. Il y a quoi dans la bibliothèque mentale ? Parce qu'on va bientôt terminer la visite avant d'aller déjà, c'est pas mal, je trouve. Après, j'ai très genre, il y a que ces 2 départements d'ailleurs. Il y a la jeunesse et les livres à lire. That's it. Non, il y a aussi, je sais pas, par exemple, j'ai envie de donner plein de titres parce qu'en fait, je trouve que que moi, j'essaie de m'inscrire dans un rapport artistique où, je veux dire, on est nombreux à défendre l'art.
de cette manière-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de leur rendre hommage. Parce que même moi, quand je parle de toutes ces voix qui me composent. Et je sais, à un endroit, j'espère ne pas commettre de vol, mais juste rendre hommage à toutes ces voix qui composent la voix avec laquelle je m'exprime aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'adore pouvoir le dire. Et je sais pas, après, il y a aussi des livres comme Le Maître et Marguerite, qui sont vraiment des livres, moi, qui me font... ça, par exemple, Le Maître et Marguerite, ça m'a fait hurler de rire. Je sais pas aujourd'hui ce qu'il en serait, mais vraiment, quand je l'ai lu, je trouvais ça vraiment hyper fort. Ça vous arrive souvent de rire en lisant ? Quand même, ouais. Notamment les livres de Sandra Lucbert. Sandra Lucbert, c'est une des personnes qui me fait le plus rire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle fait de la théorie. D'ailleurs, je vais lire un extrait après de son dernier livre. Mais je trouve je trouve qu'elle fait une théorie à la fois généreuse, enragée et bon, l'extrait que je vais dire est pas particulièrement drôle, mais qui peut être archi drôle, y compris dans l'usage qu'elle va faire grammaticalement de certains signes, dans l'humour tranchant qu'elle met en place, dans la lucidité, je dirais brutale avec laquelle brutale c'est pas le bon terme, mais nette avec laquelle elle découpe le réel, ou elle le refigure, elle lui donne une figure, justement. C'est précieux de rire en lisant ? Voilà, c'est précieux de rire... Tout court. Oui, après, c'est toujours la question, l'injonction à rire, et aussi rire de quoi, rire comment, parce qu'on a pu voir dernièrement des illustrations de l'humour. Que ce soit être forcé de rire d'une main au cul, c'est aussi... ça veut dire quoi, en fait ? C'est comment on rit, la question. Hein. C'est pas rire absolument, quoi. Rire de joie, oui, bien sûr. Mais... il y en a plein des rires. Il y en a plein. Dernièrement, j'ai envie de dire, forcément, moi, ça me fait penser, là, ce que vous me dites, à toutes les mises en scène que les soldats de l'armée israélienne vont faire, où ils font des blagues, où c'est censé être drôle, sur des massacres, sur des écoles vides. Donc voilà, ça, c'est une autre manière de rire, c'est pas la mienne, on va dire. Sandra Lucbert, elle fait partie des textes que vous avez choisis pour continuer de parler des étapes dans votre bibliothèque, Adèle Haenel. Ouais. On va écouter juste un peu de musique. Oui. Et on y va. France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque d'Adèle Haenel. Marie Richeux. Oui, on va noter la liste de tous les livres que vous évoquez, Adèle Haenel. Juré promis, tout le monde aura les références. On arrive dans un deuxième temps de votre bibliothèque. On a visité la bibliothèque mentale, on a ajouté des livres et des départements. Maintenant, on vous a demandé de faire un choix de 5 textes qui sont comme des livres étapes. Est-ce que ce choix fut facile ? Non, parce qu'il y a... oui et non, c'est-à-dire que après, ça reste un choix. Il y a d'autres livres que j'adore et j'aurais pas l'occasion de lire, mais en fait, j'ai centré la question. J'ai essayé de travailler un thème qui est celui de la perception. Et du faire voir et du défaire voir, hein, comme le titre du livre de Sandra Lucbert, pour essayer de dire un peu plus précisément, de différentes manières,
Qu'est-ce que ça a de politique, en fait, la construction de la perception, au travers des voix de différents auteurs. Donc j'essaie de centrer là-dessus. Voilà. Vous avez tellement bossé pour nous, franchement. Ouais, et gratuitement en plus. Ouais, c'est clair. Ça mérite d'être dit, quoi. Allez, on y va alors. Défaire voir. Donc, au départ, vous vouliez lire un extrait de Personne ne sert les fusils. Donc, c'est un livre que Sandra Lucbert consacre vraiment à la question du langage, en s'appuyant sur le procès France Télécom et en étant comme dans une lignée du travail de Klemperer sur la langue du Troisième Reich. C'est vraiment la question du langage. Défaire voir, c'est tout juste sorti. Nous parlons en janvier 2024 aux éditions Amsterdam. Je vous laisse ou bien lire ou bien nous présenter, comme vous voulez. Ouais, alors déjà, je voudrais présenter le travail, un peu rapidement le travail de Sandra Lucbert. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce aux conférences organisées par Elsa Dorlin et Gisèle Vienne au Centre national de la danse, où elle est venue donner une conférence dans le cadre d'un séminaire qui s'appelle Travail à la violence. Et en fait, voilà, elle a une puissance, une clarté qui est d'une puissance incroyable. Moi, je trouve par ailleurs, en tant que l'entendre lire, c'est aussi une performance à aller voir. Enfin, je sais qu'elle le fait aussi. Elle fait aussi des lectures performances. Donc, elle a écrit, comme vous l'avez dit, Personne ne sort les fusils sur le procès France Télécom. Elle a aussi écrit Le ministère des comptes publics. Ces deux livres, c'est des livres aussi, comme Défaire voir, d'ailleurs, des petits livres qui sont pas intimidants par leur taille ou par leur prix. Et vraiment, je recommande à tout le monde. Pour moi, c'est une des plus grandes autrices contemporaine, à la fois en littérature et en théorie. Enfin, d'ailleurs, il y a une espèce de porosité entre les deux. Si on est très curieux de son œuvre, on peut aussi aller voir du côté du roman avec La Toile, qui est un gros roman épistolaire très intéressant. On y va dans Défaire voir ? Ouais. Alors du coup, donc là, c'est le Défaire voir. Ce que je vais Défaire voir est constitué par une introduction et les deux conférences qu'elle a données. Et moi, je vais lire je vais lire un des passages de l'introduction. Où elle parle de la littérature politique. Donc juste pour resituer, en fait, elle explique comment, selon elle, la question de la littérature politique n'est pas celle de la départementalisation, si on veut, d'un sujet qui serait en soi politique, mais vraiment du point de la question de traverser la société par une nouvelle figuration qui, elle, serait politique, en fait. Voilà, donc du coup, je prends en cours la lecture. J'espère que les gens arriveront à suivre. C'est le petit 3 de l'introduction de Défaire voir. Donc, pour produire... C'est vos cours qu'on va finir par écouter en audio, Adèle Haenel. C'est plus de leuse. Je vous écoute. J'essaie de me dépêcher pour vite rentrer dans les temps. Donc, l'idée, c'est de produire une contestation, d'accord ? Donc là, c'est encore moi qui parle. C'est l'idée de produire une politique qui lutte contre l'ordre en place. Voilà. Donc, pour produire un contre qui ne soit pas un compartiment du pour, il faut construire non pas de la représentation mimésis, mais une figure. Qu'est-ce qu'une figure ? C'est une autre découpe des éléments du monde et par-dessus tout, leur agencement, leur présentation dans une autre mise en rapport. Autre par rapport au câblage qui nous organise collectivement, qui constitue nos catégories et leurs liaisons par défaut. Notre transcendantal poétique en quelque sorte. Avec Gramsci, on dira l'hégémonie. La direction générale d'une société. Certes, l'hégémonie, à sa manière, livre sa figure. Elle nous propose en sous-main ses catégories, sa découpe du monde, ses rapports entre les éléments découpés, son transcendantal politique. Néanmoins, cette figure-là est une figure dégradée, prise et malaxée dans le ressassement dominant qui s'enfonce dans l'évidence. Au contraire de la narration qui y reste collée, les opérations formelles produisent des figures nouvelles, autrement dit, des redispositions. L'inverse de la représentation plate qui, colonisée par les épiphénomènes, reste prisonnière du cadre hégémonique. Représentation y est alors à entendre au sens strict, répétition de la présentation par défaut. En principe, ce qui fait l'art et la littérature, c'est l'arrachement au système d'évidence. Or, ces derniers se ratifient dans la langue. S'il y a un voir commun, c'est parce qu'il y a une langue commune, incorporée par tout un chacun, à faire d'éducation, de participation et d'exposition à son ressassement ensuite. Ainsi, le langage a-t-il partie liée avec l'imposition ou la contestation d'un ordre politique ? Il n'est évidemment pas question ici du doudou bourgeois, le débat. Il s'agit de l'organisation même des circulations langagières, des catégories véhiculées et véhiculantes, qui de toute façon tordent le débat. Elles décident du dicible et de l'indicible, du pensable et de l'impensable, des positions de problèmes et des évacuations de problèmes. Cela même donc que la littérature travaille. Elle a les mains dans le langage et ses images, dans leur concaténation, dans cette matière qui fait le voir hégémonique. Elle peut y attenter, le démantibuler, ouvrir de nouveaux voirs. S'il y avait une maxime de l'art, ce serait « au revoir ».
donner congé au voir hégémonique, un voir inédit offert à notre regard réformé, jusqu'au réagencement suivant. Voilà. Quand je vous écoute, Adèle Haenel, j'ai en tête le nouveau découpage du réel et des visions par la lumière dans Extra Life, qui est un spectacle de Gisèle Vienne, mais que vous avez aussi participé à créer, comme l'idée de production de nouvelles visions. Défaire voir et voir nouvellement. Je voudrais pas faire trop de, on va dire, de liaison artificielle entre les lectures qu'on va faire là et votre travail artistique de manière générale. C'est complètement lié, on peut les faire les liaisons. Voilà. C'est complètement lié. Et c'est la question que j'allais vous poser. À quel point tout ce que vous racontez là, tout ce que vous lisez, se transfère et par quelle force et de quelle manière quand vous êtes en train de fabriquer du théâtre, fabriquer de la danse, fabriquer de la lumière, fabriquer de l'art. Ça se transfère de plein de manières. Je pense que ça se transfère par presque un processus de devenir sable, quoi, de la pensée quelque part. Mais ça se transfère aussi par des architectures de pensée qui tout d'un coup sont frappantes. Mais en revanche, ça peut pas se transposer. Ouais. On n'est pas là pour illustrer quelque chose. On recherche avec notre matière, qui est la scène, on recherche à donner ce voir. On recherche nous, par exemple, ce qu'on va faire beaucoup avec Gisèle Vienne et toute la compagnie, d'ailleurs, tous les collègues, ça va être de travailler sur justement ce système des évidences et venir via notamment, bon là vous avez parlé de la lumière, mais en fait ça peut être aussi par exemple via notamment la dissociation, de venir faire entrer en frottement, faire rentrer un frottement dans les évidences qui en fait amène une question. Ça, c'est notre travail et il y a vraiment une grande difficulté je trouve, c'est ça l'enjeu artistique, de réussir à s'arracher à des représentations toutes faites et comme le dit Sandra, qui font des liens tout faits dans le monde, et dans lequel moi aussi je suis prise et on est tous pris, pour essayer de donner, déjà à voir peut-être notre système de perception lui-même, mais également éventuellement... en inventer d'autres. Voilà. En proposer d'autres. On essaye. Donc oui, c'est ça. Mais c'est sensible dans le cas de... Là, je le dis de manière théorique, mais dans le cas de la mise en scène, c'est très sensible. Hein. C'est pas... parce que Extra Life, il s'agit de la vie possible, il s'agit aussi d'une expérience sensible, d'une remise en vie dans une situation post-traumatique, et remise en vie dans ce que ça a de puissant, là, si on parlait de Spinoza, remise en vie dans le 3e genre de connaissance, pour ceux qui ont la référence, mais c'est juste de cette vie, pleinement vécue, quoi. Deuxième choix, Marie Ndiaye. J'essaye finalement, presque à chaque fois, de composer avec la trivialité, avec même des fois la vulgarité de la vie réelle, c'est-à-dire je mets en scène la nourriture ou l'école ou les enfants ou tout ce que l'existence a de plus ordinaire, de plus pragmatique, et je tâche de susciter à travers ces choses absolument banales une inquiétude, mais aussi j'essaie de les transporter vers autre chose, mais sans qu'il n'y ait jamais de beaux sujets, de beaux thèmes. Mais contrairement au conte, j'essaie de faire qu'il n'y ait aucune espèce de morale à la fin, et que finalement tout ce qui arrive certes relève de l'improbable, mais jamais absolument de l'impossible finalement. Mon fils avait refusé de me parler de sa femme au prétexte que je m'étais, selon ses termes, approprié Lanton quand il vivait encore avec celui-ci. Je lui aurais pris Lanton, je l'aurais même, disait-il, cocufié avec Lanton. Symboliquement, et c'est pire, avait-il ajouté devant mon visage stupéfait. Il voulait maintenant que je laisse Yasmine, sa femme, tranquille. Mais, avais-je protesté, que pourrais-je bien faire à ta femme, de quoi as-tu peur ? Il craignait... Comment le rapporter sans trembler ? Il craignait que je n'insuffle à sa femme honte et mépris d'elle-même, sous couvert d'affection et d'intérêt pour sa personne. Mais à qui ai-je jamais fait une telle chose ? M'étais-je écrié encore, les yeux débordant de larmes désespérées. À qui ai-je jamais fait une telle chose ? Mon fils avait ricané et s'était enfui sans pitié, plein de haine. Comment était-il possible d'inspirer une telle haine à son propre fils, son fils unique, qui vous avait tant aimé ? Je ne pouvais le comprendre.
J'avais appris par la suite que mon fils était parti vivre et travailler à San Augusto, emmenant avec lui son épouse toute fraîche, Yasmine, puis la fillette était née. « Tu vois, m'avait dit Ange lorsque nous avions reçu le faire-part de naissance, il n'a plus de rancune puisqu'il te prévient que tu es grand-mère. » Oui, avais-je dit, d'abord contente. Mais le prénom du bébé m'avait alors sauté aux yeux et j'avais songé que mon fils ne m'avait envoyé cet avis que pour cette raison, que les 6 lettres de Souar composent la pointe qui me perce le cœur de part en part. C'est un extrait de Mon cœur à l'étroit de Marie Ndiaye, paru en 2007 à Daléden. C'est le 2e choix pour le parcours de cette bibliothèque. Ouais. Est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi ? Déjà, je pense que Marie Ndiaye, j'ai parlé de Sandra Lucbert, je parle de Marie Ndiaye, pour moi, c'est une autrice majeure aujourd'hui, extrêmement puissante, qui a écrit Mon cœur à l'étroit, qui a écrit 3 femmes puissantes, qui a aussi écrit Rosie Carpe. Vraiment, pour moi, c'est des livres, les 3 livres qui sont vraiment très forts. Vous la découvrez quand ? En fait, j'ai lu il y a longtemps 3 femmes puissantes et j'ai redécouvert dernièrement sur recommandation les livres de Marie Ndiaye. Là, en fait, cette année, quoi. Enfin, je veux dire, l'année dernière, quand même. Mais voilà. Et donc, du coup, je voulais partager, parce que j'avais envie de partager déjà de la littérature contemporaine en langue française. Et du roman aussi. Et du roman, voilà. Et aussi, parce que je trouve qu'en fait, elle travaille... Mon cœur à l'étroit, c'est un livre qui est du point de vue de la narratrice principale, s'appelle Nadia, et qui va en fait se transformer en une espèce de cauchemar, où tout d'un coup, sa vie dérape. Et sa vie dérape, on le comprend en reconstruisant le livre, après qu'il y ait eu la cérémonie où elle a invité ses voisins à venir à cette... ce petit apéro qu'elle aura fait pour la naissance de sa petite fille, qui s'appelle Souar. Et en fait, le monde se met à à se déformer. La ville commence à l'agresser. Elle est complètement oppressée. Enfin, ses élèves commencent à la pourchasser, elle et son mari. Et en fait, on peut lire le livre. Et il est construit comme ça. Et la question raciale n'est jamais abordée de manière frontale. C'est-à-dire que la couleur de peau des personnages est rarement, en tout cas des personnages principaux, n'est pas dite. Mais on la comprend. Elle déborde de toutes parts dans le livre. Et en fait, j'ai regardé, et Souar, c'est un mot qui veut dire bronzé. Et en fait, le personnage principal fait l'expérience d'une espèce d'une plongée dans le racisme de la société bordelaise, qui est vraiment la société française, en fait, fait une plongée dans ce racisme et dans l'incompréhension de qu'est-ce qui ne va pas avec moi, mais c'est en fait toute la société qui révèle, qui vomit son racisme et qui l'empoisonne, et il n'y a pas moyen de fermer la porte. Et vraiment, la manière dont elle parle de cette expérience que elle fait, de l'expérience du racisme, c'est une expérience de la perception. C'est une expérience très concrète, mais qui passe par une espèce d'incompréhension des structures dans lesquelles elle a cru pouvoir évoluer, et qui tout d'un coup révèlent leur méchanceté, révèlent leur cruauté et l'envahissent. Et qu'elle-même, elle est constituée par ces structures, et qu'elle doit aussi... il y a un trajet quand même que elle fait de positionnement pour à s'extraire de cette société. Et voilà. Et je trouve que le livre, il est vraiment hyper beau, hyper émouvant. Déjà, ce livre, je trouve, est incroyablement écrit. Je trouve que l'écriture de Marie Ndiaye, elle va se mettre quelque part... il y a un truc très kafkaïen où elle comprend pas pourquoi elle se retrouve à être... la narratrice, qu'est-ce qu'elle a fait, un peu comme dans le procès de Kafka, de quoi est-elle coupable ? Et en fait, c'est vraiment justement une société structurée par la suprématie blanche qui a décrété cette culpabilité du fait de la couleur de peau. Et tout à l'heure, vous disiez, il faut bien entendre que ce qui se passe sur le plateau pour nous est sensible. Et là, ce qui se passe dans le texte, c'est aussi sensible. C'est que la force de Marie Ndiaye, c'est que ça passe aussi par la structure de ses phrases. Ça passe par, moi je pense à un dernier texte qui s'appelle La vengeance m'appartient, et où tout se dérègle. Enfin, et c'est vraiment, tout à l'heure vous avez dit dans le choix des textes, je cherche à réfléchir cette question de la perception et des cadres de perception. Et c'est vraiment une écriture qui est sensorielle, qui est vraiment sensorielle. Oui, mais je veux dire, je pense que c'est pas qu'elle pourrait rendre compte des choses autrement. C'est que c'est ça, vous voulez dire. Je pense que c'est une manière de parler du monde. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le cauchemar qu'elle décrit, là où... c'est qu'en fait, c'est la réalité. C'est le côté absurde
quand je dis absurde, je nie pas du tout les effets concrets archi-violents du racisme, mais d'être pris dans cette mécanique d'une société, encore une fois, qui est constituée par, je vais le lire après, le texte du contrat racial, j'allais venir, mais par le suprémacisme blanc, en fait. Qui déshumanise donc le suprémacisme blanc, juste pour préciser de quoi je parle, c'est-à-dire qui accorde la pleine humanité aux personnes perçues comme blanches et qui est pas au-delà de cette frontière subjective. C'est ça le suprémacisme blanc. Dans cette pensée-là, quelle place tient le contrat racial, qui est le 3e choix que vous nous proposez de lire, Adèle Haenel? Je voulais juste rajouter un truc, en fait, sur le livre Mon cœur à l'étroit, que je trouve bouleversant, vraiment dans son écriture. Je dirais même des moments, ça fait penser un peu à Proust dans la manière dont elle va écrire ses phrases. Même pas tant dans Mon cœur à l'étroit, mais dans Rosicarpe surtout. Ça fait penser à Proust sur cette manière de construire une phrase qui s'achève dans une clarté brutale, comme peut le faire Proust, ou dans les constructions de langue, comme la langue allemande, on va dire, qui attend le verbe à la fin, c'est juste pour dire ça. Mais ce que je trouve dans Marianne Ndiaye, elle parle, parce que j'ai hésité entre 2 passages, et il y a un passage où elle parle de son mari, qui donc, on comprend que le mari est blanc, et que le mari se retrouve à être blessé, il a une blessure qui suppure, qui est vraiment répugnante, et en fait, elle va dire, cette blessure n'est que en voyage dans son corps, n'est que là, de temps en temps, parce qu'il l'a bien voulu. Et moi, je trouve, quand je parle de racisme, en fait, je suis pas du tout à l'aise. Je veux dire, je suis pas du tout en train de me dire, moi, j'ai réglé le problème. Moi, j'ai pas réglé le problème. Jamais j'ai réglé ce problème. En fait, c'est une plaie. Je veux dire, mais en tant que personne blanche, c'est comme si j'avais le choix. C'est comme si j'avais le choix de garder les yeux ouverts parce que je le subis pas directement dans mon corps, comme l'écrit Marianne Ndiaye à propos de son mari, qui fait le choix à un moment, parce qu'il a bien voulu, parce que, je sais pas quoi, parce que sa grandeur d'âme, je sais pas quoi, de regarder. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est, je suis pas con, je suis pas... Ça ne fait que souligner l'injustice que vous avez le choix de garder les yeux ouverts. Mais je parle même pas, pour le coup, je voulais même pas parler d'injustice, que je veux parler oui, bien sûr, c'est une injustice, bien sûr, c'est une cruauté. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nous pourrit, ça me pourrit, moi, dans ma constitution, je veux dire, dans ma sensibilité, je vais lire un passage du contrat racial, dans ma capacité de compréhension du monde. Ce que va dire Charles Miles, c'est une entente afin de mal interpréter le monde. C'est un système cognitif défaillant pour être socialement fonctionnel. Donc la question de détruire la structure coloniale du monde, c'est pas une question juste pour aider d'autres personnes qui vont subir cette chose-là. C'est que en fait, c'est la seule manière de devenir, même, je veux dire, je veux pas par là mettre des équivalents dans les situations, mais c'est la seule manière d'être humain, en fait. On lit un extrait du contrat racial aussi. Oui. J'en lis 2, du coup. J'essaie de faire court, mais j'en lis 2 parce que je trouve que c'est pas moi, ça. Parce que c'est... C'est pas moi. Non, mais parce que vraiment, ce livre, en fait, j'ai eu l'occasion de le découvrir, il vient juste d'être traduit en français. J'ai eu l'occasion, vraiment, parce que dans une librairie, c'était mis en avant. J'avais jamais entendu parler de ce texte. Franchement, voilà. Je n'avais jamais entendu parler de ce texte avant l'année dernière. Et je me suis dit, j'ai lu les premières pages, j'ai complètement accroché. Et c'est majeur comme livre qui vient d'être traduit. Donc, franchement, par Marianne Ndiaye. Voilà. Oui. Je le dis. Oui, merci. Pour les éditions Mémoire d'encre. Et on vous écoute, Adèle Haenel. Premier passage. Il y a une compréhension de ce qui est considéré comme une interprétation correcte et objective du monde, et pour celui qui y acquiesce, un statut cognitif complet est contractuellement accordé dans le système politique, dans la communauté épistémique officielle. Toutefois, les choses sont nécessairement plus compliquées pour le contrat racial. Les critères de cognition objective, factuelle et morale dans une entité politique raciale sont, pour ainsi dire, plus exigeants, car la réalité officiellement sanctionnée diverge de la véritable réalité. On peut parler, dans ce cas, d'une entente afin de mal interpréter le monde. Il faut apprendre à voir le monde incorrectement, mais avec l'assurance que l'autorité épistémique blanche validera cet ensemble de perceptions erronées. L'autorité épistémique, c'est le cadre qui détermine ce qui fait science.
Incidemment, pour les questions concernant la race, le contrat racial prescrit une épistémologie inversée à ses signataires, une épistémologie de l'ignorance, un schéma particulier de dysfonction cognitive locale et mondiale, lesquelles sont psychologiquement et socialement fonctionnelles, produisant un résultat ironique où les Blancs seront en général incapables de comprendre le monde qu'ils ont eux-mêmes créé. Une partie de ce qui est requis pour parvenir à la blanchité, pour devenir avec succès une personne blanche, requiert un modèle cognitif qui empêche la transparence vis-à-vis de soi-même et une véritable compréhension des réalités sociales. On pourrait dire, en tant que règle générale, que l'incompréhension, la fausse représentation, l'évitement et l'aveuglement volontaire blanc à propos des questions liées à la race font partie des phénomènes mentaux les plus répandus des derniers siècles, une économie morale et cognitive psychiquement nécessaire à la conquête, la colonisation et l'esclavage. Et ces phénomènes ne sont aucunement fortuits, mais prescrits par les modalités du contrat racial, qui requiert un schéma particulier d'aveuglement et d'opacité, structuré afin d'établir et de maintenir le système politique blanc. Ça, c'est le premier passage. Et je vais juste lire la conclusion du texte. La lutte pour combler le fossé entre le contrat social idéal et la réalité du contrat racial a été l'histoire politique non reconnue des derniers siècles. Cette lutte se poursuivra vraisemblablement dans un avenir proche, alors que la division raciale continue de suppurer, que le gouffre entre le premier monde largement blanc et le tiers-monde largement non blanc continue de s'approfondir, que l'immigration illégale désespérée du second vers le premier s'intensifie et que les demandes pour une justice globale dans ce nouvel ordre mondial d'apartheid planétaire résonnent de plus en plus fort. Nommer cette réalité permet de la mettre au centre de la réflexion théorique nécessaire afin de pouvoir aborder honnêtement ces enjeux. Ceux qui prétendent ne pas les voir, qui affirment ne pas reconnaître l'image que j'ai esquissée, ne font que poursuivre l'épistémologie de l'ignorance requise par le contrat racial originel. Tant que cette ignorance étudiée persiste, le contrat racial ne sera que réécrit au lieu d'être complètement déchiré, et la justice continuera d'être limitée à just us, juste nous. C'est un texte qui est apparu pour la première fois en 1997 sous le titre de Racial Contract par le philosophe Charles Wade Mills et qui a donc une première et unique traduction en français en 2023 aux éditions Mémoire d'Encrier par quelqu'un qui s'appelle Ali Ndiaye mais qui apparaît aussi sous un autre nom qui s'appelle Webster. Tout à l'heure vous avez dit j'étais en librairie Adèle Haenel et j'ai vu ce texte mis en avant. Est-ce que c'est souvent comme ça que vous découvrez les textes que vous lisez ? Ça arrive. Ça arrive, ça dépend des librairies, on va dire. Non, si, ça arrive parce que je trouve que, enfin, ne serait-ce que, voilà, les titres sont évocateurs de monde, parce que tout d'un coup, il y a, il y a une recommandation, franchement. Vous y allez ? Ouais. Non, je veux dire, oui, carrément. Ça dépend, il y a plein de manières de s'approcher des livres. Les autres étant ce que vous disiez tout à l'heure, l'amitié, la camaraderie, la création aussi. Enfin, en gros, c'est comme ça que les livres arrivent jusqu'à vous dans vos départements. Ouais, je dirais qu'ils s'appellent un peu quand même les uns les autres et que par exemple le contrat racial, c'est aussi un livre que j'ai eu envie de lire parce que j'avais lu notamment les livres d'Elsa Dorlin, qui va aussi beaucoup travailler notamment la matrice de la race ou Se défendre, qui va travailler aussi dans cet héritage ou dans cette veine-là. Le prochain texte, en fait, on va dans un autre territoire, nous emmène à Téhéran. Vous avez choisi de lire un extrait d'un recueil qui s'appelle Femme, vie, liberté. Dans ce recueil, vous avez choisi un texte de Shaoura Makaremi. On va l'écouter. Très très tôt, le slogan Femme, vie, liberté est l'exact synonyme, l'exact équivalent ou une façon de dire « à bas la République islamique ». On est dans un mouvement qui demande le renversement du régime, la question de l'égalité homme-femme, tout comme la question des inégalités nationales et ethniques, deviennent des points d'achoppement, des points de tension qui permettent de montrer en quoi est-ce que la République islamique n'est finalement pas une république et que ce système qui crée des citoyens de seconde zone est finalement à la source de multiples formes de violence et de domination ressentie. Au bout de plusieurs décennies de mouvements sociaux, de luttes et aussi d'échecs, cette formulation partagée par toutes et tous permet d'unir en fait les luttes dans un même mouvement, que du coup j'appelle révolutionnaire.
On entendait la voix de l'anthropologue et chercheuse au CNRS Shoura Makaremi, qui est donc autrice d'un livre qui s'appelle Femme, Vie, Liberté, qui a obtenu un prix pour l'essai, le prix de cette radio France Culture aux éditions de La Découverte. Ça fait partie des textes que vous avez choisi de partager avec nous, Ada Lenel. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve que Shoura, c'est une voix très puissante, intellectuelle très puissante aussi. Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est aussi invité à suivre le travail d'une chercheuse que moi j'estime énormément, qui a une grande clarté d'expression et qui donne à voir quelque chose... nos propres systèmes de perception eux-mêmes, donc je trouve que ça travaille aussi sur cette question-là. C'est aussi pour parler de ce mouvement qui a été qui a été une inspiration très forte pour toutes les féministes du monde entier, un mouvement d'émancipation, une révolte, et pour dire que que la révolte elle a tenu très longtemps frontalement, qu'aujourd'hui elle couve. Que la répression est très forte, la répression menée, mais que les Iraniens et Iraniennes se battent pied à pied, et que cette révolte aujourd'hui, malgré la répression forte du régime, là il va y avoir en mars un rendu de l'ONU qui va donner une information sur l'ampleur de la répression qui a été menée, qui est vraiment très 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 dur. Malgré ça, les Iraniens et Iraniennes continuent de lutter pied à pied, ça aussi d'un point de vue symbolique, et notamment contre la question du hijab obligatoire. Alors là, je parle vraiment du hijab obligatoire, c'est-à-dire comme ligne rouge du régime de la République islamique. C'est pas du tout la même question on peut pas transposer cette question en France, où il s'agit de la liberté des femmes à porter ou de pas porter le voile. Pas du tout la même question, où là c'est le support de la violence d'État et du contrôle de l'État dans les corps. Donc c'est autre chose. Voilà. Donc je voulais rendre hommage à toutes les personnes en fait qui se sont soulevées, qui ont participé à ces mouvements. Je voulais dire que voilà, elles ont soufflé un souffle très puissant, aussi bien de courage politique que d'intelligence théorique pour les féministes du monde entier. Du coup, je voulais mentionner aussi cet écrit-là. On lit ? Ouais. Donc j'ai pris un bout d'un extrait parce que le livre est structuré sur des jours. Et là, c'est un jour où il y a eu des exécutions de jeunes hommes. Et parmi ceux-ci, un homme qui s'appelle Mohammad Mehdi Karami. Alors, le père de Mohammad Mehdi Karami a appris la condamnation de son fils au téléphone par Mohammad Mehdi lui-même. « On m'a donné ma sentence, je vais être exécuté, ne le dis pas à maman. » Ce jeune condamné, encore un enfant, voulait épargner à sa mère le chagrin. Que ce cauchemar soit vrai et que sa conséquence puisse être tout simplement la mort, c'est un défi cognitif. Il y a, dans la façon d'habiller la monstrueuse violence du costume de la légalité et de la rationalité, les juges, les avocats, quelque chose qui désarçonne et brouille le rapport au réel. L'absurde n'est pas un sentiment qui naît en réponse désespérée au spectacle du mal. Il en est l'expérience la plus concrète et sensible. Il est ce que la violence fait à notre perception. Cette dissonance, introduite chez tous ceux qui sont touchés ou se laissent toucher par la violence d'État, nous isole, puisque les cadres de la réalité tremblent et deviennent mous. Elle distille une suspicion dans notre rapport au monde. Vivant dans cette menace et ce soupçon, on s'atomise, on se sépare les uns des autres pour tenter de se rebâtir des mondes chacun chez soi. Fabriquer une société où les gens peuvent être parfaitement indifférents au sort des uns et des autres n'est pas une chose simple. Cela demande de grands efforts. En Iran, ceci passe définitivement par le spectacle des exécutions et des confessions forcées. Mon grand-père raconte dans ses mémoires que le plus difficile à supporter, à l'annonce de l'exécution de ma tante Fataneh, sa fille, fut de voir la foule faisant la queue devant les portes de la prison se détourner à son passage, fondant comme neige au soleil. Le soudain isolement vécu par les familles montre comment la République islamique a cimenté son pouvoir à travers une ingénierie des affects, indifférence, défiance, répulsion. Aujourd'hui, au contraire, les Iraniens répondent au spectacle du pouvoir par un monde de liens sensibles qui s'ouvre, un monde de résistance affective où chacun cherche à protéger l'autre. Ça demande du travail de construire une société atomisée. Oui. Et en fait, plus loin, elle parle de la politique de l'amour comme socle de résistance, comme aussi manière de... Enfin, vivier de tactique de résistance.
Et voilà, je trouve que c'est hyper beau, en fait, cette idée. Bizarrement, ça me renvoie à ce que vous disiez au tout début de cet entretien, Adèle Haenel, sur l'idée qu'il faut garder un caractère affectif, qu'il faut garder quelque chose de l'ordre de l'émotion dans le rapport au texte. Et finalement, là, on entend que le champ de la résistance, il est aussi par le lien sensible, par la réintroduction du lien, par une lutte contre la domination, l'ignorance, l'indifférence. La figure du rapport de l'État à l'individu, enfin, je veux dire, même si on regarde par exemple ce que je vous disais, par exemple Kafka, ou le film que Orson Welles l'a fait du procès, c'est l'individu isolé, c'est l'individu arraché de son monde face à une machine, en fait, qui est l'État. Du coup, oui, l'amour, j'ai envie de dire, comme dirait Toni Morrison, c'est un travail, hein, c'est un diplôme. Enfin, quelque part, il y a quelque chose comme ça. Et effectivement, il y a une politique de retisser le lien entre. Enfin, là, elle va parler du travail de l'amour, mais qui concerne pas uniquement les familles, qui concerne une forme, qui traverse une société. Ouais, moi je trouve que effectivement, c'est politiquement, c'est déjà aussi amener un futur dans la lutte présente, une autre manière d'être au monde, une autre amplitude d'être au monde, contre l'isolement, en fait, qui est aussi un isolement théorique, hein, qui est quand même la base du fonctionnement de l'économie de marché, là, où l'individu, la modélisation de l'individu néolibéral, rationnel, tout à fait libre de s'ajuster à des demandes, en fonction du salaire. Enfin, je veux dire, ça, c'est une modélisation économique, mais ça suppose ça masque, cette modélisation masque la violence nécessaire à la création de cette modélisation. Et cette violence, c'est, arracher les gens à leurs moyens de subsistance, continuer de l'arracher et créer cette espèce de soi-disant, nature humaine qui serait isolée et sans ressources de lien. Ouais, isolée et qui ne pense qu'à son intérêt. Ça, c'est une façon d'être construit. C'est une construction économique qui finit par avoir, dans le cadre de l'individualisme, une réalité, mais c'est une construction. Le dernier texte que vous voulez évoquer, c'est un poème. Oui. En fait, c'était difficile de venir à la radio sans mentionner la situation horrible. Enfin, c'est même pas les mots. En fait, le génocide en cours en Palestine. C'est impossible de venir à la radio sans parler de ça. Et du coup, je voulais dire que je voulais lire un texte, un poème qui a été écrit par Refat Al-Hariri, qui est un poète qui a été assassiné. Il a écrit ce texte peu de temps avant de mourir. Il a écrit ce texte. Alors attendez, je le regarde. Il a écrit le poème le 1er novembre 2023 et il a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 novembre avec 7 autres membres de sa famille lors d'un raid israélien qui a visé sa maison. Voilà, je sais que ce texte a été beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Je voulais m'inscrire dans ce mouvement pour lutter contre la silenciation de tous les artistes palestiniens qui, par ailleurs, subissent des censures d'État, que ce soit en France ou en Allemagne. Le poème s'appelle « S'il est écrit que je dois mourir » et on l'entend ici dans une traduction française signée Nada Yafi. S'il est écrit que je dois mourir. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour.
texte de Refat Al-Harir, dans une traduction française de Nada Yafi. Bah là, c'est juste... C'est... On n'est pas obligé de le commenter si vous voulez. Non, mais c'est juste... là, on parle de... Je veux dire, il peut pas y avoir un silence autour de ce qui se passe en Palestine, de ce qui se passe à Gaza. Donc, je voulais juste donner une voix parce que c'est aussi... Enfin, participer, je sais que c'est un mouvement collectif, quoi. Participer pour lutter contre ce silence épais qui est orchestré, quand même. Qui est orchestré par des algorithmes, qui est orchestré par les médias dominants. Voilà. Et donc, je voulais juste dire que toutes ces vies comptent. Cet intellectuel faisait partie d'une organisation qui s'appelle We Are Not Numbers. Voilà. Toutes ces vies comptent, toutes ces vies comptent, et juste essayer de un tout petit peu redonner de l'épaisseur à ce qui est effacé derrière la déshumanisation coloniale du monde. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre bibliothèque, Adèle Haenel. Merci. On la referme ? Ouais, on la referme. Jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Toutes les filles de mon âge se battent maintenant, traversent l'hiver à la nage ou en courant. Toutes les filles du village ont des enfants. Elles prennent le voile ou bien le large. Est-ce que leurs jambes tremblent? Où vont les oiseaux pendant l'orage? Mais où vont les oiseaux pendant l'orage? Vous pouvez retrouver toutes les références des textes évoqués par Adèle Haenel à la page du Book Club. C'est aussi sur cette page que l'on peut réécouter tous nos portraits de bibliothèque. Un grand merci au son, c'était Ludovic Auger, à la réalisation Colin Gruel et Vivien Demeyer. Un grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Alexandra Laibegovic, Oriane Delacroix, Léa Weisgrus et Didier Pinault.